Bonjour à vous, merci d'être venus aussi nombreux. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Du coup, je vais pouvoir commencer un petit peu. Voilà, comme Geoffrey disait, je suis médiateur de santé pair au dispositif Un Chez Soi d'abord à Caen. Je suis youtubeur, je suis peintre, je suis écrivain. J'ai un peu beaucoup de casquettes en fait. Voilà, puis je suis aussi, je vous le dis, je suis quelqu'un d'extrêmement timide aussi à la base. Donc c'est un petit défi pour moi d'être là. Du coup, je vais pouvoir commencer un petit peu mon récit. Donc moi, je suis comment dire, issu d'une famille où mes parents sont boulangers, donc ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour moi ni pour mon frère pour s'occuper de nous. Donc j'étais un peu seul, un peu beaucoup seul. Du coup, voilà, donc ça c'est un petit peu le début. Ensuite, j'ai déménagé 4 ans dans le département de l'Eure. Et donc là, voilà, pour faire mes 4 années de collège, mes parents ont trouvé une autre boulangerie sur laquelle ils sont restés 4 ans aussi. Et pour moi, bah forcément, déménagement, c'est-à-dire je perds mes amis, je perds mes repères. Voilà, j'arrive dans une ville qui est assez hostile aussi pour moi, hein. Par exemple, le voisin d'en face qui frappe sa femme et sa femme qui va au magasin acheter son pain avec des bleus, des voitures qui crament, ce genre de choses. Donc c'est assez stressant, d'autant plus que les relations avec mes parents étaient un peu compliquées, notamment avec mon père. Euh, et du coup, voilà, j'ai commencé à sombrer peu à peu dans la dépression, avec des scarifications, ce genre de choses. Et puis aussi les premiers symptômes de la schizophrénie qui ont commencé en fin de compte à apparaître. Donc, c'est-à-dire des idées un peu bizarres ou une voix qui commence à me parler petit à petit, du sang aussi qui apparaît sur mes mains, sur mes genoux, sur les murs, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, des mois et des années, ces symptômes-là sont de plus en plus présents. Et forcément, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais voilà, mes parents, parce que c'est vrai que je suis pas très bien avec mes parents, donc ils pensent que c'est la crise d'adolescence, mais je parle pas de mes symptômes en fait, j'en parle pas, j'ai peur. J'ai peur un petit peu de ce qu'on peut me dire, j'ai peur de finir en psychiatrie et rester enfermé toute ma vie. Donc je parle pas de tout ça, j'ai des gros problèmes de sommeil aussi. Et puis voilà, les 4 années passent. Et à la fin de ma troisième, je finis hospitalisé. Voilà, j'ai fait un malaise parce que j'étais très fatigué. Voilà. Et donc je suis hospitalisé en psychiatrie parce que en fait au moment du malaise, donc les pompiers viennent me voir. Voilà, j'ai des scarifications partout sur mes bras. Et c'était très difficile de parler de ce que je vivais. Donc j'en parlais pas. Donc voilà, hospitalisé en psychiatrie pour dépression parce que je ne parlais pas des autres symptômes. Et puis j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir sur les relations que j'ai avec mon père. Et puis suite à cette hospitalisation-là, après je suis revenu à Caen. Mes parents ils sont maintenant à la retraite. Et ensuite, du coup moi j'ai eu un suivi psychiatrie. Donc je voyais une, une psychiatre, voilà, pour la dépression. Et ensuite, pendant ces années de lycée, donc voilà, je suis rentré pareil au lycée de Caen et pareil, je ne connaissais personne, j'ai pas forcément mes repères. J'arrive quelques jours après les autres parce que j'étais sur liste d'attente. Et pareil, ça se passe aussi très très mal au lycée, c'est très compliqué à gérer. D'autant plus que les troubles sont de plus en plus présents également. Euh, ensuite, comment dire, la psychiatre m'a fait rencontrer un neuropsychologue pour passer des tests, hein, tests, la vaille, ce genre de choses. Pas mal de tests, donc sur plusieurs semaines, plusieurs mois, je crois, je sais plus. Et suite à ça, mes parents et moi-même, on a été convoqués par la psychiatre, et puis c'est là que le diagnostic est tombé un peu lourdement, quoi. Sans nous expliquer ce que c'était en plus, hein, voilà, on dit que je souffre de schizophrénie. Moi-même, ça me fait peur, mes parents, ils ont peur. Voilà, mes parents ont peur que je devienne violent, ce genre de choses. Et moi-même, j'ai peur de devenir violent. Je me dis, voilà, j'ai toutes ces idées dans la tête, la voix qui me parle, qui me dit qu'il faut que je tue des gens, qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Je fais, voilà, est-ce qu'un jour
finir par franchir un peu, est-ce que je vais finir par vraiment écouter cette voix et faire ce que la voix me dit? Maintenant, aujourd'hui, je peux le dire que non. Donc, comment dire, ouais, il y a eu un sacré chemin de parcouru à ce niveau-là. Donc, mes parents parlaient un peu à ma famille de ma pathologie, mais sans vraiment expliquer ce que c'était, avec tous les, un peu tous les, comment dire, les préjugés qu'il y a autour de la schizophrénie. Hein. Souvent, on dit schizophrénie, oh, plusieurs personnalités, oh, il est dangereux, il est fou, il est machin. Moi-même, j'avais ce genre de stéréotypes. Hein, j'avais peur, comme je vous l'ai dit, de devenir violent, etc., de devenir complètement fou, de finir enfermé, de ne plus jamais sortir. Donc j'ai été hospitalisé un certain nombre de fois quand même, je ne sais plus combien, mais en général sur de courts séjours, hein, quelques jours, quelques semaines. Et puis la dernière qui date d'un petit moment, j'étais en fac de psycho justement. Donc voilà, c'est la dernière fois je suis resté 2 mois hospitalisé, parce que ça a été un petit peu loin quand même. Je me suis assez gravement blessé. Voilà, rééducation, etc. Donc c'était assez important. Et après ça, j'ai jamais été réhospitalisé. Concernant les troubles, donc comme j'ai dit, il y a eu beaucoup d'hallucinations. Chez moi, c'est vraiment hallucinations visuelles et auditif, visuel et auditif qui peut être aussi intrapsychique, c'est-à-dire que je peux fermer les yeux et voir des choses ou voilà, entendre des choses autour de moi, mais c'est surtout intrapsychique au niveau auditif. Voilà, c'est vraiment une voix qui me parle dans ma tête directement. Et c'est vrai que oui, il y a la question du traitement aussi qui est assez importante. Au début, j'ai eu un traitement pour la dépression que j'ai pas très bien suivi et que depuis octobre dernier, voilà, un autre psychiatre, parce que voilà, j'ai changé beaucoup de psychiatres hein, quand même. Et le psychiatre m'a dit que j'étais en dépression sévère récemment. Et qu'il fallait m'hospitaliser. Moi, j'étais pas trop chaud. Voilà, je travaille à côté, etc. Donc, il m'a prescrit un traitement. J'ai vu les effets secondaires. Oh mon Dieu, je vais reprendre du poids, je vais être fatigué, Et puis, le 1er janvier de cette année, j'ai décidé de le prendre parce que j'étais vraiment pas bien non plus. Et maintenant, ça va mieux. Ça va mieux, mais par rapport aux effets, en fait, il y a quelque chose que je savais pas par rapport au traitement. Voilà, ça fait quand même pas mal d'années que je suis sous neuroleptique. Et normalement, ces neuroleptiques-là sont censés diminuer mes délires de persécution, d'empoisonnement, etc. Mes hallucinations. Ça a eu un effet quand même assez bénéfique, malgré la fatigue, la prise de poids, la constipation, ce genre de choses. Et là, depuis que je prends les antidépresseurs, ce que je savais pas, c'est que vraiment ça a beaucoup diminué aussi les hallucinations, les délires. Donc je trouvais que c'était assez étrange. Et mon psychiatre actuel m'a dit que c'était normal, qu'on pouvait avoir justement des liens en fait entre tout ça. Donc voilà, donc par rapport au traitement, j'en ai essayé plusieurs. Donc ouais, ça a été très compliqué parce que les traitements ne font pas forcément effet ou avec beaucoup d'effets secondaires qui sont très gênants. Les premiers que j'ai essayés, il y en avait un dont je me souviens où j'étais vraiment un légume, hein, clairement. Dès que je voyais un lit, un canapé, j'allais dormir. Ça me rendait dépressif aussi. Vraiment, j'étais pas bien. Et je l'ai eu quand même pendant un petit temps et le psychiatre m'a fait changer ce traitement-là pour un autre. Et puis c'est vrai que pendant un moment j'étais sans traitement parce qu'il n'y avait pas vraiment de bénéfice en fin de compte à prendre ces traitements-là. Et pendant un certain temps je voulais plus du tout en entendre parler, donc on a respecté ce choix. Mais d'un autre côté, les symptômes se sont faits de plus en plus présents et de plus en plus lourds. Et puis après, il y a eu mon ancien... Bonjour. Qu'est-ce que je disais déjà mince. Le traitement, j'en étais où?
Oui, voilà, c'était ça. Il y avait un moment où je voulais plus entendre parler de traitement. Après, un de mes psychologues avait une petite porte d'ouverte, donc il s'est un peu infiltré. J'étais pas trop pour, mais ok, on essaye. Donc une autre psychiatre me prescrit un traitement. Et là, je fais par contre, ouais, c'est bon, j'en ai marre des doses. Vous me donnez la dose minimale de chez Minimal parce que j'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai marre des effets secondaires. Elle me fait oui, mais si je vous... Voilà, elle avait trouvé un traitement super qui fonctionne bien pour la plupart de ses patients. Et moi, je dis non, non, la dose minimale parce que c'est bon, j'en ai marre. Et puis elle me dit ouais, mais si je vous donne la dose minimale, ça vous fera rien. Bah, c'est pas grave, on va augmenter petit à petit, mais voilà quoi. Et cette dose minimale de chez Minimal qui devait rien me faire, j'ai dormi je sais pas combien d'heures, j'étais pas bien, j'ai appelé la psychiatre en urgence qui m'a dit qu'il fallait arrêter de suite. Et c'est vrai que dans certains de ces traitements, bon, c'est un cas sur je sais pas combien, mais quand on lit mort subite, tu fais bon, j'espère que je ferai pas partie des 1 sur de ce nombre-là, quoi. Je fais oh là là. Et donc voilà, j'ai arrêté ce traitement-là, j'en ai eu d'autres, ça marchait pas très bien. Et puis le traitement actuel que je prends depuis quelques années, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, j'étais à une dose quand même maximale que j'ai réduit, que j'ai augmenté, que j'ai réduit. Enfin bref, c'était un peu compliqué. J'ai essayé d'arrêter justement il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Et je suis resté une semaine sans traitement et ça allait pas du tout. Donc j'ai repris mon traitement petit à petit. Et voilà, c'est essayer de trouver parce que chez moi, que ce soit sans traitement ou avec traitement, il y a toujours eu des allus, des délires. Et bon, c'était un peu... Bonjour. Donc voilà un petit peu pour les traitements. Comment dire... oui. Oui. Oui, je me demandais, là, tu parlais tout à l'heure des symptômes que tu avais vécu, Mhm. tu parlais d'idées de persécution, Mhm. aussi des idées autour de l'empoisonnement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur Ouais. comment ça se manifestait, et puis peut-être maintenant que tu as du recul par Mhm. rapport à ça, comment tu vois ça? Alors ouais, délire d'empoisonnement, je pense que c'est lié aux relations que j'ai avec mon père, parce que c'était vraiment à ces moments-là où c'était le plus présent. Disons que moi je me fais à manger depuis que je suis en primaire, collège sûr, primaire j'ai un petit doute. Collège sûr, je me faisais toujours moi-même à manger parce que déjà je suis difficile niveau nourriture. Et ensuite comment ça se manifestait avec mon père, c'est-à-dire que je me faisais à manger, si mon père se levait pour aller dans la cuisine, soit je le devançais, soit je le suivais et puis je faisais genre je remue ce que je fais à manger, voilà, j'ai un petit œil discret pour voir ce qu'il fait. Il n'a jamais essayé de m'empoisonner, mais voilà, il y avait toujours ce doute, même si après je savais que c'était faux. J'avais quand même cette idée-là qui était dans la tête et j'avais pas trop le choix d'aller vérifier pour me rassurer. Et il y a eu quand même 2 fois. Donc une fois, j'ai cru que mon père m'avait empoisonné parce que la nourriture avait un drôle de goût. Donc est-ce que vraiment la nourriture avait un drôle de goût ou est-ce que c'était une hallucination gustative? Je sais pas trop. Et pendant plusieurs jours, j'étais pas bien physiquement, comme si j'étais en train de pourrir de l'intérieur. Et je savais que j'allais mourir. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai pas été voir de médecin non plus. Mais intérieurement, j'étais pas bien. Donc j'avais écrit une lettre dans un carnet. Voilà, si je meurs subitement, c'est mon père qui m'a empoisonné. Donc aujourd'hui, ça me fait rire, mais sur le moment, ouais, non seulement c'est douloureux de vivre ça intérieurement, de se sentir pourrir, c'est assez étrange quand même comme sensation. Et puis il y a une autre fois, c'était un peu étrange dans le sens où voilà, il y avait une perception aussi des émotions qui peut, je pense, être comment dire, un peu perturbée. Je me souviens d'une fois, ma mère fait des crêpes, mais moi, de ce que je vois, elle est triste. Elle est triste et je me dis, ah, elle est triste parce qu'elle m'a empoisonné, elle a empoisonné certaines crêpes. En fait, toutes les crêpes que je vais prendre, elles sont empoisonnées. Et puis je fais, oh vas-y, c'est bon, si je meurs, je meurs, et puis je mange les crêpes quand même. Donc c'est assez étrange quand même comme comportement, je pense. Et puis non, après j'ai pas eu de moment, je crois, où je me sentais mal après.
Et voilà, il y a vraiment voilà, au niveau des émotions aussi où c'est un peu compliqué pour moi. J'ai tendance à avoir beaucoup de colère chez les gens alors qu'il n'y en a peut-être pas. Donc ouais, au niveau des émotions, il y avait ça aussi encore assez récemment. Il y a eu d'autres symptômes qui se sont rajoutés que j'avais eu il y a quelques années, mais très légèrement dans le sens où voilà, tout ce qui est symptômes de déréalisation, l'impression d'être à côté de son corps aussi. Je me souviens la fois, je conduis et j'ai l'impression que je suis du côté passager quand je conduis, donc j'ai l'impression de ne pas rouler droit. C'est pas resté très longtemps, mais là, très récemment, il y a quelques mois, c'était tous les jours. On n'est pas bien, je suis pas bien, j'ai l'impression d'être dans un rêve, mais c'est la réalité, c'est trop bizarre. Mes sens sont flous et c'était insupportable. Voilà, j'ai même pensé à me suicider, tout ça, hein. Parce que c'était tous les jours et c'était très épuisant. Je crois qu'il y avait une question du coup, oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas violent alors que vous dites que vous étiez gravement blessé et hospitalisé. Est-ce que vous pourriez expliquer en détail quelle était la blessure, s'il vous plaît? Alors cette blessure, c'est à mon avant-bras gauche. On voit peut-être pas de loin, mais il y a une sacrée balafre. Il y en a deux autres, mais c'est un petit peu différent. Et en gros, donc je vivais en appartement avec une ex, et puis bon, déjà c'était pas forcément une très bonne relation. Et puis j'étais très envahi. Voilà, il y avait la fac de psycho, j'avais un peu de mal, de mauvaises relations avec mes parents encore, avec ma copine, c'était pas non plus top. Et puis il y a un moment, je sais pas trop ce qui s'est passé, blackout, je me réveille dans la salle de bain avec le trou dans le bras. Et j'ai pas mal, j'ai rien, il y a du sang partout. Je fais bon, c'est une hallucination quoi, comme d'habitude. J'ai l'habitude de voir du sang partout, donc voilà. Mais à bout d'un moment, je me dis il y a quand même un problème quand même. Et je me rends compte que je me suis bel et bien blessé, hein, c'est-à-dire que je me suis quand même tranché le muscle du bras, les tendons, le nerf sensitif aussi, hein. Il y a eu un niveau de la sensation où j'ai perdu. Maintenant c'est revenu, mais c'est extrêmement douloureux. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que je suis resté 2 mois en fait en hospitalisation. Et je crois que j'ai répondu à la question, du coup, je sais plus. Voilà, au niveau des délires aussi, parce que du coup, je parle de mon ex, mais il y a une autre histoire un petit peu drôle maintenant avec du recul, où j'étais en plein délire, je sais pas trop ce qui s'est passé avant, et pour moi, je revois encore une personne, un homme, dans les toilettes, qui était mort, il y avait du sang partout. Et je sais pas ce qu'il foutait là, je sais pas pourquoi. Et pour moi, c'était moi qui l'avais tué. J'ai aucun souvenir de ça, mais pour moi, c'est moi qui avais tué cette personne-là. Et du coup, j'ai empêché ma petite amie de l'époque d'accéder aux toilettes. Du coup, elle comprend pas quoi. Et elle essaye de comprendre. Donc, je sais plus je sais plus si à un moment il y a eu les sirènes ou quelque chose comme ça. Donc, ça alimente un peu le délire. À bout d'un moment, je sais pas pourquoi, je lui dis mais t'as appelé les flics, machin, alors qu'en fait elle était en face de moi, elle avait pas de téléphone, mais vraiment le délire il prenait de la place. Et à un moment, je sais plus, elle a ouvert la porte, donc il y avait rien. Et moi je regarde, je fais oh bah t'as tout nettoyé quoi, alors qu'elle a rien fait. Donc c'était assez drôle, mais à vivre sur le moment c'était un peu, le stress quoi, total. Je fais oh là là j'ai tué quelqu'un, je vais finir en tôle, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai aucun souvenir, mais je sais que c'est moi qui a fait ça, tout ça c'était très perturbant. Et avant ça, petite anecdote aussi un peu drôle, justement avec ces petites amies en question, on était à l'époque, on n'était pas encore ensemble, on dormait dans le même lit, c'était un peu bizarre, mais et je sens une main qui me caresse l'entrejambe. Donc du coup, je demande à Camille, je fais pourquoi tu me caresses l'entrejambe là et tout. Bah non, mais je fais rien, mes mains elles sont là quoi. Et on est parti sur un fou rire quoi à ce moment-là. Mais si j'avais été tout seul, peut-être que j'aurais eu peur, je sais pas. Donc voilà un petit peu le genre d'hallucination aussi qu'on peut avoir tactilement. Voilà, que ce soit des touches sur l'épaule, on se retourne, il n'y a personne, des caresses, ce genre de choses, des trucs qui parcourent le corps. Voilà, mais c'est pas le plus présent en tout cas, mais c'est assez perturbant.
Oui. Quand tu parlais, tu sais, des problèmes d'empoisonnement, des délits d'empoisonnement que tu avais avec tes parents, quand tu surveillais la cuisine, etc., tu as un souvenir de l'âge à laquelle ça a commencé? Je pense que c'était... Ouais. Je pense que c'est à partir du collège, ouais, je pense. Et après, ça s'est vraiment intensifié quand j'étais au lycée, ouais. Au lycée, j'ai vraiment le souvenir tous les soirs. Voilà, je me fais à manger, je vois mon père qui se lève, je fais oulala, vite. Et des fois, je me dis, vas-y, je résiste. Je sais que c'est faux, je résiste, mais faut que j'aille voir quand même. Mais maintenant, ça va, j'ai plus ce problème-là aujourd'hui. Ça a pu aussi être le cas dans mon ancien travail où j'étais hôte de caisse. Voilà, les collègues, je les connais pas trop. Voilà, c'est dans un frigo, donc tout le monde a accès, tout ça. Je fais oulala. Donc au début, je mangeais dans ma voiture, et puis après, je me sentais un peu plus à l'aise et tout. Je fais bon, c'est bon, je peux laisser. Enfin, de toute façon, en fait, non, je laissais pas grand-chose en général. Je crois qu'en fait, j'ai acheté directement dans le magasin. Ouais, donc. Je sais pas si j'ai répondu du coup à la question. En fait, moi, c'était un peu l'idée pour de l'âge, savoir vers quel âge tu as commencé à voir des choses qui étaient irréelles. Bah, en fait, vraiment, ça a commencé pour moi quand je suis rentré au collège. Ouais, au collège. Donc, ouais, quelque chose. Ouais, en 6e, ouais. Donc j'étais très jeune. J'ai des petites suspicions quand même, des petits signes peut-être de quand j'étais encore plus jeune en primaire. J'ai suspicion, voilà, je me rappelle une fois, je vais prendre ma douche et puis je sais pas, je regarde mon corps et je sais pas, ça me dégoûte, c'est comme si c'était de la chair, enfin de la viande quoi. Et c'était très, voilà, j'avais des hauts de cœur, donc je sais pas si, enfin je sais pas, mais petite suspicion quand même. Mais vraiment le déclencheur en fait pour moi c'est vraiment le fait d'avoir déménagé, d'être voilà, de connaître personne là où je vais, mes parents ça va pas du tout. Voilà, ça a vraiment été le déclencheur pour moi en fait. Ouais. Oui. Alors du coup, moi j'avais deux questions. La première, c'est que du coup, vous aviez dit que ça concernait en fait les 5 sens, les hallucinations. Est-ce que du coup, il y a des différences de fréquence? C'est-à-dire que par exemple, les hallucinations gustatives, c'est très rare, alors que les hallucinations auditives, c'est beaucoup plus présent. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que du coup, il y a des différences de symptômes entre la schizophrénie dans l'enfance et la schizophrénie à l'âge adulte? Alors, la différence, bah en fait, disons que en fait, le problème dans la schizophrénie, c'est que le diagnostic est souvent posé des années plus tard en fait. Et du coup, ça laisse le temps de la maladie de s'installer, d'évoluer négativement. Donc ça a été le cas pour moi. Hein, voilà, mes premiers vrais symptômes, c'était en 6e. Et j'ai été diagnostiqué en seconde ou première, quelque chose comme ça. Je pense que c'était seconde ou première. Ouais. Donc ça laisse le temps, parce que bah, forcément, de mon côté, j'avais peur de parler de ces symptômes-là. Voilà, j'ai peur des conséquences. Je me dis, putain, je vais finir en hôpital psychiatrique, je vais jamais ressortir. Donc c'est vrai qu'avec la psychiatre, l'ancienne psychiatre, je la faisais un petit peu tourner en bourrique, parce que d'un côté, j'ai envie de lui dire, d'un autre côté, j'ai peur. Donc je dis des trucs, mais je reste un peu flou, machin. Et c'est seulement avec mon psychologue avec qui j'ai fait les tests. Normalement, je devais juste le voir pour les tests, mais vu que j'avais un bon feeling avec lui, j'ai pu parler de tout ça, et c'est grâce à lui qu'il y a le diagnostic de poser. Concernant les hallucinations, dans mon cas, les plus présents, c'est vraiment auditif. Voilà, je dirais, pour hiérarchiser un petit peu, je dirais que c'est auditif, mais intrapsychique. Donc c'est plus la voix que j'entends dans ma tête. Ensuite, visuel. Et après, je dirais tactile. Et grosse suspicion au niveau de l'odorat. Des odeurs de brûlé, mais alors que je suis chez moi, des odeurs de brûlé et grosse suspicion au niveau gustatif aussi. Donc voilà, mais je sais pas si j'ai répondu du coup, ouais, nickel. Donc voilà, ça a été quand même le parcours du combattant, quoi. D'un côté, on comprend pas ce qui nous arrive, notre famille ne comprend pas. Voilà, je me rappelle aussi d'une fois, parce que voilà, j'ai un grand frère, mais j'ai aussi une demi-sœur et un demi-frère qui sont beaucoup plus âgés.
Et ma demi-sœur, à ce moment-là, donc était mariée et avait 1 ou 2 enfants à ce moment-là. Et mon père avait proposé à ma demi-sœur de rester dormir à la maison. Mais sauf que mon père lui a dit de quoi je souffrais, sans expliquer ce que c'était, mais en même temps il ne peut pas vraiment expliquer parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Ma demi-sœur, elle a eu peur que je fasse du mal à ses enfants, donc elle a refusé en fait. Et quand j'ai su ça, ça m'a fait du mal, ça m'a fait beaucoup de mal, donc après j'ai laissé un mot à mes parents parce que c'était compliqué de discuter avec eux, j'ai laissé un mot à mes parents, voilà. Je veux pas qu'on parle de schizophrénie dans ma famille, si je dois en parler, c'est que moi qui en parle. Et voilà, ils ont respecté, mais bon, c'était un petit peu trop tard pour certains. Mais ils ont respecté, ok, on n'en parle plus. Et puis, en fin de compte, c'est seulement quand je suis arrivé en fac de psycho, en L1, où je me suis vraiment ouvert plus facilement, parce que j'étais en fac de psycho, je me dis, les gens sont peut-être un peu plus à même de comprendre ce que je vis, voilà, à quelques exceptions près, où il y a des gens qui me parlent plus du jour au lendemain, je fais bon. Et ouais, je pense que ça a été une étape dans ma vie quand même de rentrer en fac de psycho et de pouvoir parler plus facilement. Voilà, parce que c'est sûr, je pouvais pas en parler au lycée, déjà que j'étais catégorisé comme le mec un peu chelou du lycée, par mes préférences voilà, musicaux, vestimentaires, etc. Donc voilà un petit peu. Tu avais une question du coup? Ouais. Quelle est la décision qui vous a amené vers ce parcours éducatif? Et la deuxième question, c'était sur la relation amoureuse. Alors concernant le parcours comment dire, éducatif, je suis rentré donc au collège, tout ça. À la fin, j'avais pas forcément de projet, j'avais pas d'idée. Je voulais devenir, je sais plus, tenir une librairie. Je voulais devenir taxidermiste. Enfin, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et puis je me souvenais de mon père qui disait quand j'étais vraiment très très jeune. En gros que j'avais le sens des affaires, machin et tout, donc je me suis rappelé de ça, je me dis tiens je vais faire du commerce du coup. Donc on m'a un petit peu mal orienté parce qu'il y a bac pro commerce et bac pro vente. En fait je suis arrivé en bac pro vente et bac pro commerce et vente c'est pas exactement la même chose. En bac pro vente il y a tout le côté négociation et tout ça. Et la première année de bac pro vente, ça m'a plu. Et après, ça m'a fait chier parce que c'est tout le côté négo, tout ça. Il y a un peu de manipulation, tout ça. Je suis pas trop. Je me voyais pas vendre, en fait, être vendeur. Voilà, acheter mon produit, fait machin. Je suis pas trop. C'était pas trop mon truc, en fin de compte. Et en fait, si, ce qui me plaisait, à la limite, en bac pro vente, c'était le côté psycho, en fait. Le côté psycho. Et puis vu que j'étais aussi suivi par des professionnels de santé, je me suis dit putain en fait j'aimerais bien devenir psychologue. Donc c'est pour ça que je suis allé en fac de psycho. Et après fac de psycho, déjà j'ai galéré parce que je viens de bac pro vente. Donc en arrivant en psycho bio, je comprends absolument rien. Complètement largué. Donc je travaille beaucoup, etc. Donc je valide ma L1 de justesse quand même. Et ensuite L2. La L2, c'est là où il y a eu ma dernière hospitalisation. Donc la L2, je l'ai fait en 2 ans. C'était très très compliqué. Ce qui était bien par contre, ce qui était bien, c'est qu'avec la psychiatre que j'avais, on avait mis des choses en place pour faciliter par exemple les examens. Donc c'est-à-dire j'avais un tiers-temps supplémentaire. Et je pouvais récupérer les cours d'autres étudiants avec l'association Epsica à Caen. Donc je récupérais les cours, bon des fois il y avait quelques conneries quand même. Mais c'était cool parce que je galérais vraiment à prendre des notes. Et encore aujourd'hui, voilà, prendre des notes, enfin voilà, abréger tout ça, j'écris très très mal. Donc je prenais un ordi, mais j'étais toujours emmerdé. Donc à la fin je prenais plus de notes et j'écoutais vraiment le cours. Donc c'était cool, mais j'avais pas de trace écrite, mais je le récupérais après quand même. Et donc voilà, la L2 en 2 ans et la L3 je l'ai fait en 3 ans. Et après je me suis arrêté. Je voulais à la base faire master clinique, mais à Caen c'est fond psychanalyse et j'aime pas du tout ça, donc
Je me dis plutôt faire de la neuro. Et j'ai pas réussi à m'inscrire. Je comprenais rien du tout. J'ai laissé tomber. Et puis, en fait, à ce moment-là, quelques temps avant, voilà, j'ai fait quand même j'ai été suivi en hôpital de jour quand même pendant un certain temps pour travailler. Voilà, on a travaillé sur plein de trucs, l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, les relations amoureuses aussi, ça c'était pas mal. Et puis mon ergothérapeute qui est génial, quoi, qui est vraiment génial, m'a parlé du métier médiateur de santé père. Elle m'explique le truc, je fais waouh, en fait c'est pas psychologue que je veux être, c'est médiateur de santé père, c'est plus intéressant, c'est plus waouh quoi. Et donc voilà, je suis parti sur ce truc-là. Et le problème, c'est que, bon, aujourd'hui ça se développe de plus en plus, la père aidance, les métiers de médiateur de santé père. Mais à Caen, il n'y avait rien, quoi. À Caen, il n'y avait pas de poste. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec le PSM de Caen, avec les Esquirol à Caen aussi, le centre Esquirol. Et voilà, pour montrer qu'il y a un intérêt, tout ça. Donc oui, on me dit, oui, on aimerait bien avoir un médiateur de santé père, mais en fait, c'est toujours plus haut que ça se passe. Et après, ils disent, ouais, on n'a pas les fonds, on n'a pas ça. Et donc je me suis battu pendant quelques années pour avoir ce poste-là, pour avoir le poste que j'ai actuellement. Donc après ma L3, j'ai été quelques années à chercher du travail. Donc j'ai été hôte de caisse pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était très compliqué. Très compliqué déjà de trouver sa place dans l'équipe. Et aussi par la fatigue en fin de compte du travail. Être hôte de caisse, franchement, j'ai pas du tout aimé. C'était vraiment chiant. Très répétitif, très fatigant. Les gens, ils sont odieux. Ils vous respectent pas, les gens. Et à la fin, on finit par péter les plombs, surtout quand le matériel qu'on a ne fonctionne pas très bien. Voilà, quand on a une caisse et qu'on doit frapper comme ça pour que le truc il avance, donc tous les jours, pour que le tapis il avance et tout. Et puis certains collègues, certains collègues qui étaient aussi très chiants. J'étais un peu devenu un petit peu violent verbalement, mais pas, plus dans le ton en fait. Voilà, avec mes proches, j'étais un peu plus incisif, quoi. Et puis après, quand j'ai arrêté, j'étais bien content d'arrêter. Voilà, ça m'a permis de me poser un peu. Et puis là, le taf que je fais actuellement, j'y suis depuis fin août. Bon, je suis à mi-temps, mais ça me plaît, mais c'est assez compliqué quand même. C'est compliqué, mais ça va. C'est moins stressant pour le moment que le taf que je faisais avant. Ouais. Ouais. Mais du coup, j'avais une petite question, comme tu abordais tes études en psychologie, et je me demandais comment tu avais vécu, tu vois, tous les cours de psychopathologie, tu sais, quand les profs abordent les troubles mentaux, voilà, comment ça avait résonné pour toi à l'époque? Alors ouais, je me souviens en L1 les cours de patho où on parle de la schizophrénie. Et il y a des trucs où je me reconnaissais pas. Enfin, c'était surtout en fait les exemples que les profs y donnent. Et je fais waouh, en fait, on est des fous, quoi. Mais vraiment, il n'y a pas un seul qui est positif en fait dans les exemples. Ouais, j'ai une collègue, il s'est fait agresser, tout ça, machin et tout. Je fais waouh. Et moi, je trouvais que c'était violent, quoi. Enfin, pour moi, c'était violent. Et en fin de compte, il y a plein de gens aujourd'hui qui souffrent de schizophrénie. Ça représente quand même 1% de la population mondiale. Les 1%, ils ne sont pas tous hospitalisés. Il y en a plein qui vivent normalement. Voilà, il y en a qui ont même plus de symptômes. J'en connais qui ont plus de symptômes aujourd'hui. Et pour certains qui n'ont plus de traitement. Bon, c'est assez rare, je pense. Voilà, j'ai lu un livre là, il y a quelques temps de Arniel de Loveng, Demain j'étais folle, où elle se dit guérie, plus de symptômes, plus de traitement. Bon, ok, bon, après ça pose un petit peu certaines questions quand même derrière. Et est-ce que c'est possible de vivre sans traitement? J'aimerais bien dire oui quand même, il ne faut peut-être pas fermer la porte complètement. Après, pour certains cas, peut-être pas. Moi, je sais que dans mon cas, sans traitement, j'ai essayé, ça marche pas. Donc, on va continuer le traitement et puis on verra plus tard, quoi. Ouais. Je sais pas si du coup j'avais à peu près. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé? Ah ouais.
Qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce qui t'aide maintenant à vivre avec les symptômes et aussi à la relation avec le psychologue que tu as dit que tu t'es senti bien pour en parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sens bien de en parler? Alors avec ce psychologue-là qui est à la base neuropsychologue, donc avec lui j'avais passé les tests, et tous les tests que j'ai passés. Et après j'étais censé ne plus le revoir, quoi. Et moi là-bas je suis quelqu'un d'extrêmement timide et tout, et j'ai réussi à lui verbaliser, et putain c'est con qu'on se revoit plus après parce que on a un bon lien quand même. En fait il était vraiment dans une... Je sais pas, il écoutait, en fait il savait écouter, il savait... Enfin j'étais bien en fait, j'étais vraiment bien, et on a continué le suivi sur quelques années. Et après j'étais plus censé le revoir parce que j'ai changé de psychiatre qui était plus du même secteur, et du coup, moi, j'ai jamais compris ce truc-là, mais du coup, ok, la psychiatre ça se passe pas bien au centre Esquirol. Du coup, je change, donc je suis sur un autre secteur, et du coup, vu que je suis sur un autre secteur, il faut que je change de psychologue. Mais moi, je trouve ça complètement débile de changer un élément qui est hyper bénéfique pour la personne, et de mettre autre chose à la place, et qui est... En fait, on sait même pas sur qui on tombe après, en fait, on sait pas du tout. Et voilà, après j'ai eu 2 autres psychologues. Il y en a un, j'ai dû le voir 1 ou 2 fois. Il était sympa, mais je sais pas, j'avais pas envie. Et l'autre était sympa aussi, mais il n'est pas resté très longtemps. Et puis maintenant, j'ai plus de suivi avec un psychologue. Voilà, c'est juste un psychiatre. C'est la relation avec le psychiatre. Donc j'en ai eu plusieurs. Ça se passait pas bien. Bon, la première, j'ai peut-être un peu déconné aussi de mon côté, parce que bon, le problème c'est que le diagnostic n'était pas posé, tout ça, je la faisais un peu tourner en bourrique, tout ça. La dernière fois, ça s'est un peu mal passé. Je pense que c'était pas forcément quelqu'un de mauvais, je pense, mais c'est juste que j'étais très jeune et peut-être un peu con aussi. Et après, la psychiatre que j'ai eue, là, c'était une catastrophe, quoi. La psychiatre que j'ai eue pendant quelques temps, très, comment dire, enfin, je culpabilisais à chaque fois avec elle. Elle n'était pas du tout valorisante. Voilà, c'était toujours de ma faute. Ok, j'arrive pas à m'en sortir. C'est voilà, faut prendre un traitement, faut prendre un traitement. Et des fois, t'as pas envie, quoi. Et je pense qu'il faut écouter la personne, même si, d'un côté, les symptômes peuvent évoluer de manière négative. Voilà, quoi. Bouffer des cachetons qui me faisaient pas envie, c'était un peu compliqué. Et puis, plus ça allait, plus j'étais stressé. Hein. J'étais trempé de sueur. Et puis après, pendant 1 semaine à l'avance, j'étais en panique. J'étais vraiment en panique avant de la voir. Et on a fini par arrêter, quoi, parce que ça servait strictement à rien. 1 semaine avant, j'étais pas bien. J'allais la voir, j'étais pas bien. Après, j'étais pas bien. J'ai dit, non, faut arrêter. Et puis après, j'ai vu une autre psychiatre, mais complètement l'inverse. C'est-à-dire, je passe d'une psychiatre qui est rentre dedans, et je passe d'une psychiatre après complètement mou du cul. Voilà, je vais la voir. Comment ça va? Moi à chaque fois je dis ça va, quoi. Ok, ouais. Et puis le reste du temps c'est chercher où me caser dans son emploi du temps 1 mois après, un truc comme ça, et cherche, et puis renouvellement, et puis basta, quoi. Et voilà, quoi. Puis maintenant depuis quelques mois, ça fait peut-être 1 an maintenant que j'ai changé de psychiatre. Ça va. Il y a un peu de traitement aussi. Oui, il faut prendre un antidépresseur. Oui, il faut augmenter la dose, machin et tout. Je suis non. Mais on arrive à s'entendre en fin de compte, je trouve. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du métier de médiateur de santé? Est-ce que tu interviens dans un seul établissement? Est-ce que par exemple, ce que tu fais aujourd'hui, ça intervient dans ce métier? Alors, j'aimerais un petit peu éviter de parler de mon travail, parce que sinon je vais devoir le présenter, tout ça. En plus, c'est filmé, tout ça. Donc, si je dis la moindre connerie, ça risque de me retomber dessus. Mais en gros, en fait, dans le travail que je fais, je peux juste en parler un petit peu pour ça. Mais en gros, j'accompagne des personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique dit sévère. Hein. Sur le papier, c'est marqué ça, trouble psychique sévère. Donc, en fait, ce qu'ils entendent par là, c'est soit trouble bipolaire ou soit schizophrénie. Et c'est des personnes qui sont en grande précarité. Voilà, il y en a qui... En fait, voilà, c'est des personnes qui vivent soit dans la rue, qui sortent de prison, qui font des allers-retours en prison, en psychiatrie, dans la rue.
Et pour certains, pour beaucoup d'entre eux, sont polytoxicomanes aussi. Et donc on va accompagner ce genre de personnes. Et donc moi je me sers de mon expérience pour accompagner ces personnes-là, mais aussi avec les collègues, parce que les collègues ne savaient pas trop ce que c'était qu'un médiateur de santé pair et tout, donc c'est aussi trouver sa place de médiateur de santé pair. Là où je suis le seul MSP, donc je suis un petit peu. J'aimerais bien qu'il y en ait un deuxième, mais je pense que ça arrivera, qui sera peut-être plus axé à dicto et parcours de rue, que je n'ai pas, que ce soit un petit peu plus complet. Donc ouais, je pense que aider les gens, c'est aussi s'aider soi-même. Bon, je l'ai déjà fait aussi par le passé, le fait de faire un stage aussi en hôpital de jour sur la remédiation cognitive. Voilà, en fait, je trouvais qu'aider les autres. Voilà, j'ai fait aussi du bénévolat à la Maison Perchée, qui est une association qui est nationale, mais il y a des locaux à Paris, voilà, qui s'est ouvert depuis 1 an, donc c'est peut-être intéressant. J'ai des petits autocollants, si vous voulez, voilà, si ça vous intéresse, de la Maison Perchée, qui est une association justement qui est non médicalisée et qui est gérée principalement par des personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique, mais qui sont rétablies. Et voilà, donc il y a pas mal de trucs à dire aussi à ce sujet. Sinon, ouais, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est vrai que j'avais peut-être pas fini de répondre à la question tout à l'heure. Ce qui m'a aidé aussi dans mon parcours de rétablissement, bah, il y avait certains professionnels de santé quand même qui m'ont aidé. Je pense au centre, non, à l'unité Ariane, à l'EPSM à Caen, où j'ai fait, voilà, comme je disais, des groupes estime de soi, affirmation de soi, relations amoureuses. J'ai fait de la remédiation cognitive aussi, c'était bien. J'en ai fait plusieurs fois d'ailleurs, plusieurs grosses sessions, on va dire. Parce que c'est vrai que la mémoire me fait défaut. Déjà rien que la rue tout à l'heure. Avec la rue tout à l'heure, voilà, les numéros, les chiffres, c'est une horreur pour moi. Retenir des dates, c'est impossible, c'est très compliqué. Déjà, je connais ma date de naissance, c'est très bien. Ce qui m'a aidé aussi, je dirais, tout ce qui est création, en fin de compte. Voilà, je suis chanteur, j'adore chanter. Bon, je chante plus dans un groupe maintenant, j'ai arrêté, quelques petits problèmes de santé. Du chant, de la peinture depuis quelques années, la peinture acrylique, ça me fait du bien aussi, ça me permet de penser à autre chose, de focaliser mon attention sur autre chose, d'essayer de faire un truc qui me plaît. Voilà, il y a ça. Je fais des vidéos aussi sur YouTube où je parle aussi de ma schizophrénie. Voilà, il y a plein de vidéos où je parle un peu de mon parcours. Si ça vous intéresse, faut juste taper Maximilien Durand et vous allez tomber dessus. Je fais ma petite pub en même temps. Mais aussi, ce qui m'a aidé à une époque, c'était l'écriture. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais aimé la poésie. C'était quand même j'ai des mauvais souvenirs à l'école, réciter une poésie devant tout le monde alors que je suis extrêmement timide et tout. J'aimais pas du tout la poésie et je sais pas, quand j'étais au lycée, je sais pas, j'ai eu un déclic et puis j'ai commencé à écrire des petits poèmes. J'ai écrit de la poésie et ça m'a fait du bien, voilà, de la poésie, soit qui parle de moi, de mes troubles, ou des choses qui m'inspirent aussi, des choses, ouais, des choses qui m'inspirent. Et puis j'en ai fini par écrire 2 recueils de poèmes en fin de compte. Et puis d'un côté, c'était aussi montrer à mon père que j'étais capable de faire quelque chose, parce que mon père, voilà, comme je l'ai dit, ne croyait pas trop en moi. C'était très compliqué avec mon père, c'était assez violent, quoi. C'était vraiment assez violent. Et donc d'un côté, voilà, j'avais fini par, prendre en compte ce qu'avait dit mon père, que voilà, je suis une merde, je ferai jamais rien de ma vie, je suis capable de rien faire. Et le fait de me dire, ça y est, j'ai réussi à publier un bouquin, bon, c'était une petite étape, quoi. Bon, c'était cool, ça fait du bien, et voilà, ça montre que je suis capable de faire quelque chose, et puis j'ai fait d'autres choses à la suite, quoi. Voilà, de la peinture, après des expos, faire une conférence aujourd'hui, ça en fait partie, ça aussi, ça participe à mon rétablissement. Voilà, le rétablissement, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, un peu ce que c'est. Voilà, je peux peut-être vite fait en parler. Le rétablissement, déjà c'est quelque chose qui est très personnel. C'est quelque chose qui est pas du tout linéaire. Hein, voilà,
c'est pas quelque chose qui va crescendo comme ça, c'est plutôt ça va pas bien. Voilà, c'est aussi des rechutes en fin de compte que là, des hospitalisations où je me suis blessé, ce genre de choses. Il y a des moments où ça va vraiment moins bien, la dépression qui a toujours été là depuis des années et sur lequel je travaille actuellement dessus. Voilà, c'est ça en fait le rétablissement, c'est trouver des choses qui nous font du bien. Et il y a toujours des trucs, il y a toujours du stress dans une vie, hein. On peut avoir la perte d'être proche. Voilà, j'ai perdu mon meilleur ami le 22 décembre 2016, donc j'étais encore en fac de psycho, donc allez, je te refais une L3 parce que j'étais pas bien. Voilà, le rétablissement, c'est reprendre en fin de compte du pouvoir en fin de compte sur sa vie, de pouvoir faire ses propres choix en fin de compte. Ok, peut-être que mes choix sont pas les bons, mais c'est mes choix. Le fait de ok, je prends pas de traitement, c'est mon choix. Ok, le psychiatre il est pas content, oui, mais c'est mon choix en fin de compte. Faut le respecter en fin de compte, il faut respecter le choix. Comme dans mon travail, on va respecter le choix de la personne. La personne elle consomme des drogues. Ok, on va faire avec. Après, on peut être là parce qu'on travaille aussi en réduction des risques et des dommages quand même dans le travail. Y a pas mal de questions, donc j'ai peut-être passé un petit peu le micro du coup. Oui, ma question c'était dans les moments où tu es le plus envahi, le plus mal, on va dire, qu'est-ce qui, au niveau des autres, va te rassurer, te faire du bien, quelle est l'attitude qui va te faire redescendre, on va dire. Redescendre, ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un qui m'isole pas mal quand même. Surtout ces derniers temps, il y a pas très longtemps, je me suis pas mal isolé quand même. J'ai du mal, en fait, comment dire, voilà, tout ce qui est Noël, par exemple, je ne fête plus depuis 2 ans maintenant. J'ai arrêté de fêter Noël depuis 2 ans. Noël, tout ça, c'est trop de stress pour moi. Je supporte pas. Ça me rappelle des bons souvenirs, mais des mauvais souvenirs. Voilà, c'est trop. J'aime pas en fait. Tout ce qui est Noël. Voilà, mon anniversaire, c'était il y a pas longtemps. J'étais tout seul. Jour de l'an, j'étais avec des amis. Bon, ça va. Mais voilà, je suis mon petit rituel au moment de Noël. Voilà, je me mets dans ma salle de bain, je me fais couler un bain très chaud, des bougies et tout, je suis trop bien quoi. Il y avait ça. Après pour redescendre, c'est peut-être sortir dans la nature, ça me fait du bien, ouais. Ça c'est une stratégie. Je le fais pas systématiquement, mais déjà là-bas je suis à la campagne, donc c'est bien. Mais aller en forêt ou écouter de la musique aussi, ça quand je suis pas bien j'écoute beaucoup de musique. La musique c'est un peu la vie quoi. Donc ouais, pour redescendre ou ouais, après j'ai pas vraiment d'autres stratégies, ou alors écrire aussi. Bon, écrire maintenant j'écris plus trop, mais l'écriture c'était aussi un bon moyen pour moi, ouais. Mais en général je m'isole, je vais pas trop dans ma famille. Et des fois, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, quoi. On me dit, ouais, tu fais pas d'efforts. Ouais, mais fêter Noël en famille, j'aime pas ça, je sais pas. Surtout que il y avait un moment où, le diagnostic était posé, tout ça. La famille savait que je souffrais de schizophrénie, parce qu'en plus, il y avait une autre hospitalisation où il y avait une arme à feu en jeu. J'ai voulu me tirer une balle. Je l'ai pas fait, mais... Voilà, donc mon ex voulait mettre l'arme à feu en gendarmerie, tout ça, etc., pour éviter que je me fasse du mal. Et du coup, mon père a eu quelques soucis à ce niveau-là, parce que l'arme n'était pas déclarée. Et donc, je me suis retrouvé en psychiatrie. Ça s'est su parce que dans la famille, parce que mes parents étaient en vacances à ce moment-là avec des personnes de la famille. Donc, mon père, il savait qu'en rentrant, il allait avoir quelques petits soucis. Bon, en fin de compte, ça va, ça s'est arrangé. Et du coup, quand je venais en famille, vu que tout le monde savait que je souffrais de schizophrénie, alors est-ce que c'est moi qui avais une mauvaise perception, ou est-ce que ma perception était bonne? Voilà, j'ai l'impression... En fait, les gens de ma famille ne me parlaient plus. Il y avait vraiment un fossé qui s'était creusé
J'avais l'impression, en fait, on me regardait comme si j'étais un monstre. En fait, j'avais vraiment cette impression-là. Je suis putain, en fait, je suis pas le bienvenu. En fait, on me parle pas, on me regarde bizarre et tout. Je suis pas bien, quoi. Donc pour ça aussi, Noël, je voulais plus, quoi. Noël en famille, ma mère qui me disait non, il faut venir, machin et tout. Puis à chaque fois dans ma tête, je me dis ouais, cette fois-ci, ce sera différent. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Et puis à chaque fois, vas-y, je monte à l'étage, je vais dormir dans le lit qui est prévu. Et puis voilà. Mais, du coup, je sais plus si j'ai répondu. Je pars un peu dans tous les sens, mais il y avait d'autres questions, je crois. Ouais. Vous avez parlé de choix, etc. Et je voulais juste rebondir sur le fait que vous avez dit que vous ne voyez plus de psychologue, juste un psychiatre. Ouais, aujourd'hui, ouais. C'est votre décision, c'est votre choix, ou c'est un problème de changement de secteur Ouais, au début, il y avait vraiment le psychologue que j'ai eu pendant quelques années, Laurent Le Quart-d'heure, waouh. il était vraiment ouf et en fait, j'ai pas retrouvé ailleurs et j'ai pas forcément cherché non plus. Mais aujourd'hui, je ressens pas le besoin. Il y a des personnes qui me disent c'est très bien que tu vois un psychologue, ouais, mais ça me fait chier parce que j'habite en campagne, pour aller à Caen, il y a une bonne demi-heure de route. Ça me fait chier, quoi. Voilà, ça me fait un peu. Voilà, le psychiatre. Là, c'était bien parce qu'il y a des choses que j'ai pu parler, même s'il y a des choses que j'ai minimisées pour éviter une hospitalisation pour dépression, hein, parce qu'il y a quand même dit dépression sévère et tout, ça serait bien de vous faire hospitaliser et tout. Ouais, mais non, j'ai pas envie. Et heureusement que j'ai minimisé, parce que si j'avais vraiment dit à ce moment-là, parce qu'il m'avait fait une échelle de dépression, je sais pas laquelle, mais il m'a posé des questions, et il y a des trucs que j'ai vraiment minimisé, même en minimisant. Dépression, ouais. Peut-être bien vous faire hospitaliser, ouais, mais non. Donc je prends sur moi. Alors peut-être que j'aurais dû être hospitalisé, hein, mais j'ai aussi, comment dire, les hospitalisations, c'est quand même quelque chose de très compliqué aussi. Hein. Ma première hospitalisation, donc c'était à Rouen. Je sortais pas de ma chambre. Je sais pas combien de temps ça a duré, une semaine ou deux. Je sortais pas de ma chambre. Il y avait que des personnes âgées. Voilà, j'étais sur mon ordi, je regardais des films, je lisais. Et puis je dormais beaucoup aussi parce que les traitements. Et justement, il y avait une infirmière, je crois que c'était, qui me dit, en gros, qu'il fallait que j'arrête de dormir, quoi. Mais oui, mais putain, c'est vos trucs qu'il me faut endormir, bordel. Ouais, j'y peux rien, j'ai envie de dormir. Puis en plus, quand même, dépression, donc je dormais très très mal à la base. Là, on me donne des somnifères, j'étais content, je dors, et puis très fatigué, quoi. Et après, en psychiatrie, les hospitalisations à Caen, là où j'étais, c'était une prison, quoi. C'était une prison, on vivait dans un couloir, on était 3 par chambre. Les souvenirs que j'ai, ils sont pas très glorieux. Hein. Je me rappelle, déjà, j'ai aucun souvenir de la salle de bain, donc je sais pas ce qu'il y a dû avoir. Les toilettes, c'est pareil. C'était assez mal éclairé dans mes souvenirs. Et puis il y avait tout et n'importe quoi. Hein. Il y avait un peu de tout et n'importe quoi. C'était la prison, quoi. Tu vis dans un couloir. Et après, il y a eu les nouveaux bâtiments à Caen, donc c'était un peu plus spacieux, un peu plus, c'était nouveau, quoi. Donc c'était plus spacieux. Il y avait 2 salles télé cette fois-ci, un petit baby-foot, des petits trucs. Donc c'était mieux, quoi. C'était mieux. Après, ça va, j'ai pas connu l'isolement parce que j'ai un ami qui souffre aussi de schizophrénie, qui a vécu les isolements, et c'est quelque chose, les isolements. C'est-à-dire qu'on vous met dans une pièce où il n'y a rien. Lui, c'était un demi-matelas par terre, et puis c'était tout, quoi. Et puis ici, tu avais un pot pour faire tes besoins aussi, et puis il venait une fois de temps en temps le changer, quoi. J'ai pas vécu ça, mais ça a dû être terrible, quoi, pour lui, comme pour beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Mais rien que déjà l'hospice, c'était compliqué. Il y a plein de gens qui sont là pour toutes sortes de raisons, et des personnes qui sont très très malades. Et puis aussi au niveau du secteur aussi, j'avais vu ça, enfin je trouvais, hein, personnellement, le secteur où j'étais à la base, ça allait à peu près. Il y avait d'autres secteurs où je trouvais que les personnes étaient beaucoup plus malades, quoi. Il y avait des personnes, je me rappelle, il y a un gars un peu il court dans le couloir, il se prend pour un cheval, il s'assoit à côté d'une dame qui avait à peu près la tête sur les épaules pour moi. Et le gars, il dit ça te dit, ce soir, je frappe 3 fois à ta porte, je rentre et on baise. La femme qui a un peu plus les pieds sur terre, non. Puis le mec, il insiste, quoi. Qui se fait recaler, le gars, plusieurs fois. Et je fais, waouh, où est-ce que je suis tombé? Et c'est un peu Disneyland là-bas. Enfin, Disneyland, mais sans être joyeux, quoi.
Enfin, des fois, ça peut être drôle, des fois, tu fais, waouh, celui-là, il est vraiment, waouh, waouh, waouh. Mais on peut se faire des potes là-bas, hein, voilà, on peut se faire des potes. Je me rappelle d'une petite femme qui était là pour, d'elle-même en plus, alors faut le faire quand même, pour aller en psychiatrie de soi-même, faut le faire, hein, quand on voit comment c'est foutu. Elle était là pour anorexie en plus, pour réapprendre à manger. Et j'avais un autre pote là, enfin, je m'étais fait un pote et du coup, ah, t'es là pourquoi? Parce que du coup, tu discutes un peu avec certains. Ah, t'es là pourquoi? Bah, moi, je suis là pour schizophrénie, machin et tout. Je peux pas passer devant une fenêtre parce que si je passe devant une fenêtre, je sens qu'il y a un sniper, il va me flinguer et tout. Je fais, waouh, c'est chaud! Mais j'ai connu des personnes, il y avait une personne comme ça, parce que j'avais fait un groupe après mon diagnostic justement. Enfin, non, même pas, c'était quand je suis rentré en psycho. Quand je suis rentré en psycho, il y avait un groupe. Ça s'appelait Premier épisode psychotique. Donc il y avait des personnes souffrant de schizophrénie et de troubles bipolaires. Et le but en fait de ce groupe-là, c'était apprendre, enfin mieux connaître sa pathologie et comment faire quand ça va pas, comment en fait retrouver un petit peu aussi des petits tips, etc. Moi je me souviens d'un gars qui me disait ma technique pour arrêter les hallucinations, c'était la technique du stop. Alors, la technique du stop, c'est quoi? C'est se dire stop mentalement, voilà, mentalement, et ça arrête tout. Alors moi j'étais bluffé, je suis vas-y, mais comment tu fais quoi? Je veux faire pareil quoi. Et ça marche pas sur moi. Ça marche pas sur moi. Voilà, la technique du stop, ça marche pas. Il faut trouver d'autres trucs. Maintenant j'ai trouvé une technique. Alors je pourrais pas vraiment vous l'expliquer parce que c'est très personnel, c'est indescriptible en fait. C'est un peu une sorte de bouton dans ma tête, un peu situé dans ma tête. Et j'ai trouvé ça un peu de manière hasardeuse parce que je vivais un peu des trucs assez bizarres au moment du sommeil, des sensations par rapport à ma mère, à mon père, des trucs violents et en même temps d'un côté doux, machin. Et je voulais creuser là-dessus, et puis du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce bouton dans la tête, vraiment par hasard. Et voilà, j'appuie sur ce bouton-là. Maintenant, j'entends plus Murphy parce que j'ai appelé Murphy la voix dans ma tête. Je lui ai donné un nom, et comme ça, hop, je t'entends plus. Il y avait aussi un gars, je me rappelle, enfin, je l'ai pas connu à ce moment-là, mais il expliquait dans ce groupe justement le premier épisode psychotique. Il y a eu un moment dans sa vie où il se prenait pour Dieu, le gars. Ouais, dans ma vie, pour moi, j'étais Dieu, quoi. Je fais, waouh, mais ça doit être ouf de croire qu'on est Dieu, quoi. Mais c'est hyper intéressant de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui souffrent de la même patho et de voir comment ils le vivent. Il y a des trucs que moi, aujourd'hui, je sais pas comment expliquer et j'osais pas forcément en parler parce que je me dis, mais c'est pas possible. Et puis en parlant avec d'autres personnes, je me rends compte que je suis pas tout seul à avoir des trucs où je peux pas expliquer. Mais vraiment, un exemple, la voix, maintenant, bon, j'ai plus trop ce genre de truc, il me fait plus trop ça. Mais des fois, ça arrivait que la voix me dise des choses qui vont arriver, en fait. Donc j'essaye de trouver quelque chose de rationnel à tout ça. Et des fois, je trouve des raisons, mais des fois, j'en trouve pas. Hein. Quand on me dit, ouais, ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, il y a ton frère à la maison, ça arrive une fois. Ok, c'est de la chance. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu te dis, ouais, mais j'ai dû entendre l'info, en fait, quelque part, mais je l'ai pas traité, en fait, consciemment. Et sauf que vraiment, une fois, c'était pas prévu qu'il soit là, il était là. Donc, ça, j'arrive pas trop à expliquer. Ou quand je roule dans ma campagne et que la voix me dit attention, il y a un truc qui va traverser la route, et en effet il y a un sanglier qui traverse, ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est quand même bizarre quoi. Il y a ça, voilà, un coup avec les flics, bon ça je peux éventuellement l'expliquer, je pars de chez mon frère assez tard, et puis donc je conduis, puis en face de moi il y a une voiture qui avance pas de clignotant dans les ronds-points, machin, il me fait chier lui, vas-y attends, je vais le doubler. Et la voix me dit non, le double pas, parce que si tu doubles, bah, en fait c'est les flics. Et moi j'étais encore dans une relation un petit peu conflit avec cette voix-là, quoi. Je fais attends, je vais te montrer que c'est pas les flics. Je double. Et en plus à côté ils accélèrent les gars, hein. Ils accélèrent, donc je double de justesse, et puis gyrophare. C'était les flics. Et là je fais putain, t'avais raison. Et rationnellement, ça, je pourrais l'expliquer dans le sens où il y a des informations visuelles que j'ai eues mais que je n'ai pas traitées consciemment et que la voix s'est servie de ça pour m'avertir en fin de compte. Voilà, j'ai peut-être vu, je sais pas, un truc sur la voiture, j'en sais rien, mais c'est la seule explication rationnelle que j'ai eue. Je crois qu'il y avait des questions du coup.
Bonjour. Bonjour. Du coup, déjà, j'aime beaucoup votre façon d'expliquer. Merci. Moi aussi, c'est drôle. Et du coup, j'avais deux questions. La première, vous nous avez parlé du coup d'une ancienne amie, et je voulais savoir comment vous avez fait pour mêler relation amoureuse et schizophrénie. Oui, c'est vrai, oui. Et la deuxième question, c'est quelle relation entretenez-vous aujourd'hui avec vos parents, que ce soit votre mère ou même votre papa? Alors les relations amoureuses, au début c'était donc après que le diagnostic a été mis, j'ai été en relation avec une femme qui était plus jeune que moi, j'avais 18, elle avait 16 ans. Et du coup, vu que je savais pas trop ce que c'était un peu compliqué. Elle avait aussi des préjugés, tout ça, c'était un peu compliqué. Bon, ça a duré 6 mois l'histoire. Et elle était un peu plus barrée que moi, je crois. Parce qu'elle m'a fait une petite balafre dans le cou. Voilà, c'était un moment, je m'y attendais pas du tout. On s'embrasse et tout. Et en fait, je savais pas qu'elle avait gardé un tesson de bouteille. Et puis elle m'a fait un gros slash dans le cou. Ça a bien saigné, voilà. Puis après, elle était en panique et tout. Faut aller à l'hôpital et tout. Je fais non, c'est mort. En plus, j'ai rendez-vous avec la psychiatre et après, j'ai rendez-vous à la fac parce que pour voir. C'est une réunion d'information pour ceux qui allaient rentrer en L1 de psycho. Et puis d'ailleurs, c'est à ce moment-là que du coup, je me suis pris la tête avec la psychiatre en fait, parce que quand elle a vu que j'avais le cou ouvert, du sang, en plus j'étais en t-shirt blanc, je pense qu'elle était en panique. Elle voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé. Moi, j'ai rien voulu dire. J'ai rien voulu dire. Et on s'est pris la tête. Et après ça, je l'ai revu qu'une fois avec mes parents. Bon, mes parents étaient... la psychiatre a appelé mes parents parce que, voilà, je pense qu'elle était inquiète quand même. Et puis avec mes parents, on n'a jamais parlé de ce truc-là, du truc dans le cou, du sang. Je me dis, putain, mais comment je vais cacher ça? Parce que dans la voiture, je vais rentrer. Ma mère, elle est à côté, elle va voir le gros truc là, du sang. Elle m'a rien dit. Et donc après cette relation-là, j'étais en couple avec une femme pendant, je sais plus en fait, quelques années. Une femme que j'ai rencontrée justement en fac de psycho. Et en fait, c'était pas quelqu'un de bien. Je pensais que c'était... Enfin, elle avait des bons côtés quand même. Elle avait des bonnes choses. Mais fallait pas être en couple avec elle. Quelqu'un de très manipulatrice, quoi. Une femme très manipulatrice et qui profitait de ma maladie en fin de compte. Qui me disait des trucs du genre, oui, ça fait tant de fois que je t'ai dit ça. Alors tu fais putain, je perds à ce point-là la mémoire, quoi. Mais après, on se remet un peu en question. Je me dis, tiens, c'est bizarre parce qu'il n'y a que elle qui me dit ce genre de choses-là et personne d'autre dans mon entourage quand même. Et elle profitait de ma maladie et puis elle disait n'importe quoi sur ma patho, quoi. Ou des fois, ça l'arrangeait aussi, des fois. Elle voulait pas se lever le matin pour un rendez-vous. Et elle disait, elle envoie un message à cette personne-là, je suis désolé, je me suis couché tard, Max il a fait une crise la veille et tout. Et moi, quand j'ai su ça, en fait... c'est ouf, quoi. Il y avait ça, il y avait aussi la question du traitement. Elle disait que j'en prenais, je sais pas, 6 plus je sais pas combien pour traiter les effets secondaires des premiers. Et waouh. Et un jour, j'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté, enfin, avant d'arrêter, parce que il y a eu l'épisode du bras. Donc, suite à ça, elle m'a quitté. Comme un con, j'ai tout fait pour la récupérer. Je l'ai récupérée. Et après, je l'ai virée parce que c'était vraiment pas quelqu'un de bon. Et tout le monde me le disait. Quand j'ai dit ça à mes parents, on a fêté ça, quoi. Pourtant, mes parents, ils sont pas chiants là-dessus. Mes parents, ils sont... je ramène une fille à la maison, voilà, ils sont contents. Mais avec elle, c'est pas passé, quoi. Parce que c'était pas quelqu'un, c'était vraiment quelqu'un de mauvais. Et donc, on a fêté ça. Comment ? C'est que, en fait, elle profitait de ma maladie, c'est-à-dire que ça la dérangeait pas de mentir, en fait, sur le fait de, voilà, j'ai un rendez-vous demain, voilà, elle a un rendez-vous demain, elle a la flemme de se lever, du coup, elle dit que j'avais fait une crise la veille, quoi, alors que c'était faux. Parce que j'ai dit, ouais, ça peut être ce genre de manipulation-là, ou ou alors faire genre, oh putain, mais... Mon copain, il a tel symptôme et tout, c'est trop compliqué pour lui, c'est trop compliqué pour moi et tout, je vis des trucs de fou. C'est... grossissait les choses, ou elle inventait des choses. Vraiment, c'était vraiment des inventions des fois.
Et puis du coup, elle en parlait à d'autres gens et enfin, c'était très, ouais, c'était assez stigmatisant aussi de ce côté-là. Ouais. Ouais. Il y avait d'autres questions, je crois, non? Oui. Ouais. Il y a le micro qui est là-bas. Ah, pardon, c'était quoi? Ah oui, pardon, oui, désolé. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu moins compliqué aujourd'hui, pour diverses raisons. Déjà pour eux, ça a été très compliqué, je pense, de l'admettre, parce qu'il y a eu une période où mes parents, mais c'était surtout mon frère, ma belle-sœur, qui disaient mais non, t'es pas malade. T'es pas malade. Alors que le diagnostic a été posé quand même. T'es pas malade. Et là, je fais putain. On me dit que je suis pas malade, mais les médecins disent que je suis malade, je prends un traitement. Et je pense que dans certains cas, il y a des personnes qui vont se dire bah non, mais c'est mes proches qui ont raison, donc j'arrête le traitement. Ça va, j'ai pas eu ce raisonnement-là, j'ai continué de prendre le traitement. Et voilà, et puis on n'était pas d'accord là-dessus. On n'était pas d'accord. Et ça a évolué petit à petit. Ma mère, voilà, moi j'ai acheté pas mal de bouquins sur la schizophrénie pour mieux comprendre, pour trouver des trucs, pour aller mieux. Ma mère, elle s'en est saisie, enfin, elle les a lus, mais on n'a jamais eu vraiment d'échange, quoi. Des fois, je dis, t'en as pensé quoi? Oh, c'était bien, c'est tout, c'était bien. Ou c'était un peu compliqué, ce livre-là. Bah oui, c'est vrai qu'il y a des questions un peu plus, enfin, des termes plus compliqués dans certains. Et avec mon père, c'était très compliqué. Aujourd'hui, ça va. Là, dernièrement, il n'était pas très très content que je vienne pas à la cousinette, quoi. Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. J'étais vraiment pas dans un bon mood. Je voulais rester seul et voilà. Mais relations, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore au niveau? Ouais, non, ça va. Je pense que ça va mieux parce qu'il y a plein de choses que je fais. Maintenant, je suis médiateur de santé père aussi. Je fais de ma maladie un métier. En fin de compte, c'est assez voilà. Il y a ça, il y a le fait que j'ai beaucoup été aussi, enfin un certain nombre de fois dans les médias, dans les journaux, à la télé, ce genre de trucs. D'ailleurs, petite pub, il y a un film là qui est sorti qui s'appelle Nos folies ordinaires, qui est sur France 2 si je dis pas de bêtises, et qui est disponible encore en replay. Et du coup, on est 4 personnes à parler de nos troubles. Donc, ouais, on est 4 personnes à parler, donc, dont Anna qui fait partie de la Maison Perchée d'ailleurs, qui elle, c'est troubles bipolaires. Et c'est un film de 50 minutes, un truc comme ça, et on parle un petit peu de notre parcours. Donc c'était vraiment un super tournage sur 6 mois, quoi. Donc forcément, il n'y a pas tout dedans. 6 mois de tournage, il y a plein de trucs qui n'ont pas été mis. Mais c'était une chouette expérience, et je vous invite vraiment à regarder ce petit film parce qu'il est génial, franchement, gros succès. Voilà, en fait, tout ça, ça a fait partie de mon rétablissement, mais aussi à mes parents aussi de mieux comprendre. Mes parents ont accepté de participer au film. C'était un peu chose inespérée pour moi, parce que voilà, la personne qui a fait le film m'a demandé ouais, tu pourrais demander à tes parents s'ils sont d'accord pour participer au film et tout ça et tout. À mon avis, ils vont pas être d'accord parce qu'il y a eu un petit mauvaise expérience avec, enfin pas pour moi, mais pour mes parents, oui. Mauvaise expérience dans un journal où justement j'ai décrit un petit peu les violences qu'il y a eu, que j'ai subies. Et du coup, mon père n'était pas du tout content de voir ça. Et dans le film, justement, ils ont fait des petits cuts quand même où ils parlent de notre relation au passé, où voilà, et ils disaient que je serais dans la merde et qu'il m'aiderait pas, en fait, je finirais sous les ponts et qu'il m'aiderait pas, tout ça c'est vrai, il me l'a dit, mais dans le film, peut-être que ça n'a pas été très bien tourné, je pense, les gens n'ont peut-être pas forcément compris, parce que j'ai eu beaucoup de messages par rapport à mon père. Ouais, il a été dur ton père. Bah oui, il a été dur, c'est vrai qu'il a été dur, mais maintenant ça va, voilà, il a compris, voilà, dans le film on voit bien, parce que le film c'est assez récent, hein, le tournage a été fait récemment. Quand on lui pose la question, pour vous c'est quoi la schizophrénie? Alors là, après toutes ces années, il n'y a pas grand chose qui est resté, quoi. Et ce qui est resté, c'est, je crois qu'il avait dit dans le film, que c'était s'inventer des trucs. S'inventer des trucs, c'est-à-dire que s'inventer la voix que j'entends, ou ce genre de choses. Mais non, je lui dis ce que je vis, pour moi c'est réel.
quand je vois un monstre, quand je vois quelqu'un qui est pendu à un lampadaire ou du sang, pour moi c'est réel. Bon, maintenant je sais que j'arrive à faire la différence. Des fois c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que des fois quand tu vois du sang sur tes mains, bon, je vais me laver les mains. Bon, mais quand je vois un monstre, c'est vrai que des fois c'est assez dur à vivre quand même. Je me rappelle d'une fois où je suis dans mon lit, et en gros, dans ma chambre, en fait, il y a une partie salle de bain, et donc il n'y a pas de porte. Et je vois un espèce de monstre humanoïde arriver à quatre pattes, à poil, très pâle et tout. Et du coup, je suis scotché dans mon lit, et qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis paralysé par la peur. Et du coup, ouais, c'est le genre de truc qu'on peut vivre qui est assez bluffant, quoi. Et même si aujourd'hui je sais que c'est faux, même si là je vais voir un truc, bon, ok, ça va m'attirer un instant, et après je fais, c'est bon, ça va passer. Un exemple d'hallucination d'ailleurs que j'ai plus, mais qui était très présent à une époque, je voyais des monstres de brume noire dans les voitures qui étaient stationnées. Donc j'avais peur en fait. Je passe sur le trottoir, t'as les voitures qui sont stationnées, et je voyais des trucs et tout, et après, plus tard, j'ai compris que ces trucs-là ne sortaient jamais des voitures pour m'agresser, donc après j'étais apaisé en fait. Je fais, c'est bon, en fait ils sortent jamais. Et après, depuis quelques années, j'ai plus ce genre de trucs. Ouais, il y avait des questions, je crois. Ouais. Du coup, fort de votre expérience, que ce soit en ambulatoire ou en hospice, qu'est-ce que vous pensez de la prise en charge des maladies psychiques lourdes, du coup, schizophrénie et bipolarité Wow. Moi, de ce que je me souviens aussi en psychiatrie, c'est que tu es obligé de prendre un traitement. En fait, on t'impose le traitement. Et donc, c'est-à-dire que je ne sais plus comment c'était foutu. En gros, c'était midi et soir ou quelque chose comme ça. Tu devais prendre ton traitement midi et soir, ouais, je crois que c'était ça, avant d'aller manger. Et donc, systématiquement, on nous file comment ça s'appelle, du tertian, quoi. Pour vous calmer, quoi. Systématiquement. Et moi, je fais, putain, ok, je vais bien prendre mon neuroleptique, parce que je sais que ça m'aide. Le tertian, je vais faire semblant de le prendre. Et en plus, avec mon petit jeu d'acteur, en plus, je prends le traitement, et puis la petite pilule bleue, je vais la caler sous la langue ou autre, et puis je rigole un peu avec les infirmières, et puis une fois que c'est fini, je vais cracher dans les toilettes. Mais ça, j'ai jamais compris ce truc de directement tertian, et putain, on n'est pas là que pour ça, les gars. C'est très mal vécu en général pour beaucoup de personnes, même pour les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Ils disent exactement la même chose à chaque fois. Putain, on se fait chier, parce que c'est vrai qu'on s'ennuie en hospital, il n'y a pas grand chose à foutre. Il y a très peu d'activités. Si une fois j'étais hospitalisé, c'était quoi activité pour faire des petits bracelets, des petits machins, bon, ça occupe pendant 1 heure ou 2, quoi. C'est sympa, mais c'est une fois tous les 1000 ans. C'est une fois tous les 1000 ans. Donc en fait, d'être dans l'ennui, tout ça, avec d'autres personnes qui sont pas bien, moi je trouve que ça aide pas en fait les personnes à aller mieux, quoi. Il faudrait trouver des activités et d'en faire plus dans ce cas-là, parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être, des fois il y en a pas du tout, mais d'en faire plus. Et parce que d'être enfermé tout le temps entre 4 murs, et puis surtout que maintenant ça a peut-être un petit peu changé, mais à l'époque c'était pyjama obligatoire, quoi. Vous pouvez pas avoir vos propres vêtements, vous n'avez pas droit à vos chaussures, vous n'avez pas, bon, forcément avec les lacets, tout ça, ça peut être dangereux, il peut se pendre, etc. Là, ça a un petit peu changé, et ils ont droit à leurs chaussures, vos lacets. D'ailleurs, ça m'a un peu perturbé. Je suis, putain, c'est bizarre, parce que à l'époque où j'y allais, t'as pas le droit à ça, t'as pas le droit à ci, et tout. Peut-être qu'il y a peut-être un peu de mieux, mais c'est vrai que à chaque fois ils nous disent, putain, ils nous font chier à donner leur traitement, c'est très, t'as pas le droit de sortir, c'est très, très ennuyant, ouais. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Je sais pas si j'ai répondu du coup, mais ouais. Je vois qu'il est bientôt 14h. Je vous propose qu'on prenne une dernière question et puis qu'on termine la conférence là-dessus. Je te laisse. Oui, tu parlais dans ton ancienne relation de manipulation, du fait qu'on avait voulu profiter de ta maladie. Et je voulais savoir si c'était pas compliqué justement de faire la part des choses entre
est-ce que je suis parano ou est-ce que vraiment je suis vulnérable à la maladie Ah bah là, avec elle, c'était sûr qu'il y avait de la manipulation, parce qu'il y avait des preuves écrites. Parce qu'à la fin, forcément, je me pose des questions. En plus, je me dis, putain, non seulement elle me ment, mais du coup, ça commence à travailler dans la tête, quoi. Je me dis, ça se trouve, elle me trompe et tout, machin. Donc j'ai réussi à récupérer les codes de sa boîte mail, de son Facebook, tout ça. Donc je lis un petit peu, et c'est là que j'ai vu des horreurs, quoi. Le coup de je prends je sais pas combien de traitements, le coup de bah non, Max il a fait une crise la veille donc je viens pas et tout. Je suis tombé de haut. Hein. Et puis je vois qu'elle s'est inscrite sur des sites de rencontres, tout ça. J'ai gardé pour moi et puis un jour j'ai tout mis, une partie sur la table. Je dis mais pourquoi t'es inscrite sur un site de rencontre? Ah non mais ça fait longtemps. Bah non, c'est la preuve, t'étais connecté il y a tant de temps et tout, j'avais tout quoi. Et en fait, au début, elle voulait pas en parler d'ailleurs. Elle voulait pas en parler. Là où j'ai été con, c'est que j'ai pas fait d'imprime écran de toutes les discussions qu'il y avait eu. Parce qu'après, elle me fait bah vas-y, regarde, elle a tout supprimé. Mais j'avais d'autres preuves écrites, etc. Et puis, et c'est vrai qu'au début de notre relation, enfin avant qu'on soit ensemble, elle me dit ouais, tu verras, ma famille, personne ne me croit, machin et tout. Je fais ouais, sa famille, ça doit être quelque chose. Et en fait, sa famille, ça va quoi. Enfin, sa mère, peut-être pas trop, mais son père, ça va quoi. Et même son père, je pense qu'il est tombé assez haut aussi, hein, que sa fille lui mente. Ouais, je vois, ça a eu un impact énorme. Ça passe vite, hein. J'ai pas vu le temps passer, là. Du coup, écoute, merci beaucoup Maximilien pour cette conférence. Du coup, avant qu'on termine, je refais une petite pub pour donc ta chaîne YouTube, s'il y en a d'entre vous que ça intéresse. D'avoir plus d'informations. Donc Maximilien, il a une chaîne où il y a beaucoup de témoignages. Donc vous cherchez sur YouTube Maximilien Durand. Et puis du coup, pareil, hein, le film Nos Folies Ordinaires qui est disponible en replay sur France 2. Ouais, c'est ça. Donc film très intéressant avec pareil des témoignages sur différents troubles et comment on vit ça de l'intérieur. Donc je vous recommande de les regarder. On va terminer là-dessus. Une autre petite pub. Ouais, vas-y. Alors, j'ai pas encore de date, mais il y a aussi l'émission Ça commence aujourd'hui, sur laquelle j'ai participé, qui va sortir au mois de juin, mais je sais pas du tout quand. Je sais pas, mais ce sera au mois de juin, mais à suivre en tout cas. Bon, j'étais beaucoup moins à l'aise, quoi, avec les caméras, les trucs. Mais j'espère que le rendu sera bien aussi, quoi. On est trois à avoir participé à l'émission. Ouais. Super, écoute, dans l'attente de voir ça. Voilà, donc écoute, merci beaucoup Maximilien d'être venu ici. Donc, merci à vous aussi d'être venu, ça m'a fait plaisir. Merci.